Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 18 février, je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, une mise à jour sur la COVID-19 locale alors que nous entrons dans la zone orange. Nouvelle exigence d'auto-isolation. Nous parlons à Valoris des effets de la pandémie sur la santé mentale des enfants. Le mois du patrimoine franco-ontarien et le Parti vert du Canada est à la recherche d'un nouveau candidat. Le BSO a modifié les exigences d'auto-isolement à la suite de la propagation des nouvelles variantes de la COVID-19 dans notre province. Si vous vivez avec une personne qui présente des symptômes ou avec une personne qui a été en contact avec un cas positif, vous devez rester chez vous. Pour obtenir la liste complète de ces nouvelles exigences, veuillez consulter le site web du BSEO. Depuis mardi, Prescott et Russell a été placé dans la zone orange, ce qui signifie que de nouvelles restrictions ont été mises en place. Ceux-ci sont les mêmes qu'on avait avant Noël, donc vous pouvez maintenant vous rassembler à l'intérieur des entreprises telles que les restaurants sous certaines restrictions. Ces restrictions vont stimuler l'économie locale, mais ils présentent certains risques. Le Dr Paul Roumeliotis, médecin en chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, a déclaré qu'il est probable que les exigences de chaque zone changeront en raison de la propagation de ces nouvelles variantes. Au temps de cet enregistrement, il y avait 20 cas actifs dans Prescott et Russell, dont 6 à Clarence Rockland. Et mardi soir, le Dr Paul Roumeliotis, en s'adressant aux presse, a également expliqué plus de détails sur les prochaines étapes du déploiement du vaccin ici dans Prescott et Russell. Au niveau de priorité, au niveau de première dose qu'on va donner, on va continuer à vacciner les maisons de longue durée. Même aujourd'hui, nous avons vacciné 2 maisons de retraite malgré la tempête de neige. On va continuer à donner les doses au niveau des résidents, tous les résidents. En effet, nous avons complété les résidents de longue durée. Et ça fait longtemps au niveau des premières doses. Là, on est rendu avec la deuxième dose. On continue avec les maisons de retraite et on va continuer à vacciner le personnel, les visiteurs essentiels. Aussi, on va continuer à vacciner les travailleurs de santé, surtout dans les hôpitaux. On appelle ça la priorité plus élevée, highest priority. Après ça, on va avoir le very high priority. Ça, c'est les personnels aux hôpitaux plutôt qui travaillent, surtout qui voient les patients de façon régulière. Donc, on va continuer avec ça. Et bien entendu, on va continuer avec les Autochtones aussi, les doses chez les adultes. La prochaine priorité au niveau du premier vaccin, ça va commencer très bientôt, au plus tard le 1er mars. C'est plutôt, on va commencer avec les personnes âgées, plutôt plus que 81. On va commencer avec ça. On va continuer avec les personnes à l'hôpital et aussi les personnes qui reçoivent, les adultes qui reçoivent les soins à domicile. On espère bien de recevoir pas mal de vaccins en mois de mars aussi. On parle des millions de doses en Ontario avec Pfizer seulement et on aurait sûrement d'autres vaccins. AstraZeneca, ça va être approuvé bientôt en Canada. Donc, je pense que d'ici mi-mars, on aura beaucoup plus de vaccins et on pourrait vacciner pas mal du monde de façon simultanée. On est en train de travailler avec nos partenaires pour trouver des locales, etc. On a plusieurs façons. On va vous mettre à jour fur et à mesure. Pour le moment, on concentre de faire les priorités. Après ça, on va faire des personnes 75, 65 ans, tous les aînés, les travailleurs essentiels, bien entendu, les premiers répondeurs et les personnes avec une maladie chronique. Moi, je pense, à un moment donné, on va avoir assez de vaccins qu'on va vacciner plusieurs personnes à la fois, les personnes qui n'ont aucun problème médical, les personnes qui ont médical. En tout cas, je pense que ça va bien rouler le mois prochain. Donc, on est en train de planifier tout ça. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous.
le plus qu'on vaccine les personnes vulnérables, le moins va être inquiété que ces personnes vont être hospitalisées ou vont mourir. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est toujours important d'ici là de maintenir tout, surtout en présence du variant de virus, de vraiment faire attention au niveau des précautions de 6 pieds de distance physique et de porter masque et ne pas rentrer à la maison, ne pas aller au travail ou à l'école si vous êtes malade. La pandémie a fait souffrir chacun d'entre nous, mais les effets sur la santé mentale des enfants et des adolescents constituent un sujet d'inquiétude particulier. Suite à la fin de ce deuxième confinement, nous avons parlé à la psychothérapeute Nathalie Lacroix de Valoris ici à Clarence Rockland et Prescott et Russell pour savoir comment vous pouvez identifier les personnes en difficulté et ce que nous pouvons faire pour les aider. Madame Lacroix, merci beaucoup de nous parler ici à TVC 22 aujourd'hui. On est ici pour parler un petit peu de la santé mentale des enfants et des adolescents. Évidemment, la santé mentale des enfants et des ados, c'est une cause d'inquiétude pendant cette pandémie. On a parlé juste après la première confinement. Donc, ce que je voulais vraiment vous demander, c'est quel effet est-ce que ce deuxième confinement, juste après la période de Noël, a-t-elle eu, à votre avis, sur la santé mentale de ces enfants? Donc, on voit une augmentation de la détresse psychologique chez autant les enfants et chez les adolescents. Les études le démontrent. On voit qu'il y a moins de motivation aussi. On a un effet chez la performance. Il y a beaucoup d'élèves qui ont dû faire de l'enseignement virtuel ou de l'école à la maison. Donc, on voit cet effet-là aussi sur l'apprentissage. Mais on voit une augmentation d'anxiété, de symptômes dépressifs, de visites à l'urgence également, ainsi que des troubles alimentaires. Donc, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir les enfants à l'école? Définitivement, on sait que les enfants et les adolescents, là, on est comme des êtres sociaux, donc c'est super important de pouvoir, on a ce besoin de connexion-là, donc c'est important d'être entouré de leurs amis. Et on ne veut pas qu'ils soient trop fatigués non plus, mais le PSO et le gouvernement provincial ont indiqué maintenant qu'on on va pas avoir la semaine de relâche en mars, ça va peut-être être en avril, peut-être après si les cas ne diminuent pas. Donc, comment vous pensez que les enfants et les ados vont pouvoir gérer ce workload, comme on dit en anglais, sans avoir un arrêt au milieu? Je pense qu'il y a deux façons de le regarder. Donc, évidemment, on repousse la semaine de relâche. On a des élèves qui sont fatigués, qui étaient souvent devant leurs écrans, mais d'un autre côté, en dépit de la fatigue, on a des élèves qui vont pouvoir continuer à voir leurs amis pour ceux qui sont à l'école durant cette semaine-là, plutôt que d'être isolés à la maison une fois de plus. Donc, je pense qu'il y a deux côtés qu'on peut examiner avec la semaine de relâche qui est repoussée. D'accord. Et pour les enfants, évidemment, les ados qui sont retournés à l'école maintenant et les parents qui, évidemment, voient leurs enfants toutes les soirées, je voulais vous demander quels sont les signes qui pourraient nous indiquer qu'un enfant ou un ado souffre des problèmes de santé mentale. Donc, on demande aux parents d'être à l'affût des changements qui sont quand même assez significatifs. Donc, un adolescent qui pleure sans aucune raison, des changements significatifs au niveau du sommeil, que ce soit de l'insomnie, dormir beaucoup plus que d'habitude, un adolescent qui s'isole dans sa chambre, qui ne prend plus les repas avec la famille. Donc, des changements au niveau de l'état qui sont quand même assez significatifs. Je vous encourage à aller voir sur le site web de Valoris. On a une liste là, de symptômes ou de changements qu'on peut observer chez les adolescents. Et qu'est-ce que les parents ou les enseignants peuvent faire pour essayer d'aider ces enfants et ados? Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on a besoin de connexion, les ados encore plus. Donc, on encourage les adolescents à maintenir cette connexion-là. On doit faire preuve de créativité. On est quand même en période de pandémie, en confinement et autres, là. Donc, être créatif. Puis, on sait que les adolescents sont très créatifs sur les plateformes, les réseaux sociaux. Donc, que ce soit de commencer un book club ou commencer un projet avec un ami de façon virtuelle, faire des exercices, des cours de danse. L'important, c'est vraiment de garder la connexion autant par contact téléphone, des textos ou autres. Et je sais qu'avant la pandémie, évidemment, les médias sociaux, c'était une cause d'inquiétude avec les adolescents. Ça créait des problèmes de santé mentale. Donc, comment peuvent les parents trouver un équilibre entre les positifs que les médias sociaux peuvent donner aux adolescents maintenant et les risques que ça pose? Donc, on invite les parents peut-être à surveiller ou à avoir des discussions avec leurs adolescents. On ne veut pas que le temps soit à regarder les nouvelles ou à lire sur des choses qui peuvent leur causer de l'anxiété, mais vraiment pour maintenir cette connexion-là.
C'est sûr qu'on préfère des connexions face à face, mais il faut vraiment être créatif en temps de pandémie. Puis on sait que les connexions, c'est ce qui est vraiment important pour les adolescents. Donc, pour l'instant, on maintient sur des plateformes, sur des réseaux sociaux, mais avec l'ouverture des écoles, on est content de savoir que finalement, ils peuvent le faire en personne. Et le BSO, ils ont dit après qu'il y ait eu cette augmentation de cas après Noël, que les enfants ne devraient pas socialiser en personne. Comme vous dites, avec les adolescents, ils sont un peu plus autonomes, ils sont plutôt bons avec les médias sociaux. Mais avec les enfants qui sont un peu plus petits, est-ce que vous avez des idées que les parents peuvent utiliser pour garder leur enfant dans un milieu social sans les avoir face à face, comme un playdate, comme on le ferait normalement? Oui, mais on voit que chez les enfants, il y a peut-être un moins grand besoin de socialiser que chez les adolescents. Donc, du temps en famille, aller faire des activités, du sport d'hiver, sortir à l'extérieur plutôt que rester à la maison ou sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est ce qui est favorisé pour les plus jeunes, créer des nouveaux rituels, des activités, des jeux en famille. C'est beaucoup plus difficile pour les plus jeunes de maintenir des contacts sociaux, là. Et localement à Prescott Russell, Clarence Rockland, qu'est-ce que Valorise peut offrir aux parents qui ont peut-être peur que leur enfant souffre de problèmes de santé mentale, pardon? Oui, donc allez voir sur notre site web, il y a des suggestions pour vous aider. On peut également contacter la ligne de Valoris pour recevoir du soutien ou un suivi en santé mentale. Bon, Madame Lacroix, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait plaisir et on se rattrape bientôt, j'espère. Comme vous l'avez vu dans notre émission de la semaine dernière, février marque le mois de l'histoire des Noirs. Mais localement, c'est aussi le moment de l'année pour penser au patrimoine franco-ontarien de notre province. Pour célébrer cette période, le réseau du patrimoine franco-ontarien à Ottawa a mis en place un calendrier très chargé d'événements, d'expositions et d'activités tout au long du mois que vous pouvez trouver en ligne. Nous avons parlé à la députée provinciale de Cumberland, Mme Catherine Kitts, pour lui demander pourquoi il est tellement important de conserver l'influence francophone dans la région. Conseillère Kitts, pardonnez-moi, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On est là pour parler du mois de patrimoine franco-ontarien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est si important de nous rappeler du rôle historique des francophones dans les communautés de l'Ontario? Oui, absolument. L'histoire des francophones en milieu minoritaire est importante car elle nous apprend ce que nous devons faire pour maintenir notre identité linguistique. Cette histoire est une qui nous inspire et nous donne du courage, mais elle nous informe aussi des efforts que nous ont menés jusqu'à ici. Mon grand-père disait souvent que rien ne peut être pris pour acquis. Bon, parfait. Ce que je voulais dire aussi, c'est l'année dernière, il y a 11, je crois que c'était 11,2% des Ontariens, on dit dans un survey, comme on dit en anglais, qui parlaient anglais et français. Je sais que ce chiffre a bien augmenté dans les dernières années, mais est-ce que vous pensez que c'est assez? Est-ce que ce chiffre est acceptable ou est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir beaucoup plus de personnes en Ontario, surtout et spécialement, qui parlent les deux langues? Je pense que la question importante n'est pas de se demander si ce chiffre est acceptable ou non, mais de savoir pourquoi ce nombre fluctue et comment. Est-ce que les Ontariens qui veulent vivre en français peuvent le faire? Est-ce que leurs enfants ont les mêmes choix ou est-ce que les options deviennent de plus en plus restrictives? Et est-ce que ceux et celles qui veulent vivre en français et élever leurs enfants en français peuvent le faire? Mes parents ont déménagé à Orléans dans les années 70 parce qu'ils voulaient élever leurs enfants dans un milieu où ils peuvent être exposés à la culture francophone et un environnement bilingue. Alors, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on donne les mêmes opportunités à nos enfants aujourd'hui? Je pense que ça, c'est la meilleure question.
C'est un très bon point que vous soulevez là, parce que la raison pourquoi une langue minoritaire disparaît, c'est pas parce que les gens n'aiment pas le français, mais juste que c'est beaucoup plus facile de parler anglais ou d'être dans un environnement qui est la langue majoritaire. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme cité, comme communauté, pour encourager ceux qui veulent utiliser la langue francophone, qui peuvent l'utiliser? Pour moi, dans mon rôle comme conseillère municipale, mon quartier est un des plus francophones dans la région. Alors, c'est très important pour moi de toujours communiquer dans les deux langues pour que mon personnel du bureau peut assister les résidents dans n'importe quelle langue qu'ils veulent. Et aussi, des fois, je contacte des autres départements dans la ville d'Ottawa pour demander s'ils peuvent donner l'information en français s'il a été uniquement présenté en anglais. Alors, le nombre de francophones dans la région reflète la disponibilité des services et des activités en français. Mon engagement vers les familles francophones est de m'assurer que la ville d'Ottawa fasse tout pour offrir le même niveau de service aux anglophones et francophones. Et je sais, juste pour terminer, cancer, Kits, je sais que vous avez parlé un peu de ça au début, mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tellement important de garder la langue française dans notre société ici au Canada? Je pense que la diversité est une force pour toute société, que ce soit la diversité culturelle ou linguistique. C'est comme, pour moi, c'est mon quartier, un partie rurale de la ville aussi. Alors, c'est comme les terres agricoles. Les monocultures n'ont pas la même résilience que la culture variée. C'est vrai pour tous les systèmes vivants. Je pense que la diversité est une source de résilience pour tout, anglophones et francophones. Conseillère Kits, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous écoutent sont encouragés d'apprendre un petit peu plus sur la patrimoine des Franco-Ontariens dans notre région. Et aussi, j'espère pouvoir vous rencontrer en personne bientôt. Moi aussi, merci Thomas et merci à vous pour l'entrevue. Merci. Les élections fédérales auront lieu dans un an, à condition qu'elles ne soient pas annoncées au printemps de cette année. Au niveau local, le Parti vert du Canada renforce sa recherche d'un candidat pour représenter Glengarry, Prescott et Russell. Nous avons parlé avec Claire Lemay, la directrice générale de l'Association des conscriptions électorales du Parti vert, pour savoir quel type de personnes le parti recherche et comment un candidat pourrait bénéficier de notre région. La présence d'un candidat du Parti vert sur le bulletin de vote donne une alternative aux résidents de la circonscription. Ça leur donne la chance de voter leur conscience et de faire entendre que les valeurs du Parti vert sont soutenues ici dans notre région. Une vote pour le Parti vert indique aux autres partis et au gouvernement ce que sont nos priorités ici. Contraire à une croyance populaire, voter d'une façon alignée à ces valeurs est la façon la plus importante de signaler au gouvernement ce que sont nos priorités et les priorités canadiennes. Et si ça divise le vote progressif en formant un gouvernement minoritaire, ceci est en fait bon pour le pays car le Parti vert pourra tenir le gouvernement responsable. Le gouvernement sera obligé de collaborer avec les autres partis afin de faire passer leur loi. Et si vous trouvez un candidat et ils sont élus, vous avez parlé de priorités, là, quelles seraient vos priorités pour notre région? Bien, les priorités seront établies un peu en écoutant la communauté. Ils seront évidemment aussi en ligne avec les priorités établies par le Parti vert du Canada. Il est important que les électeurs sachent que ces priorités ne sont pas simplement des priorités environnementales, mais que le Parti vert a une plateforme bien établie sur tous les enjeux sociaux et économiques, y compris une relance équitable de la pandémie, des soins de santé adéquats, santé mentale, centre de soins à longue durée et assurance médicaments, ainsi que la réforme électorale,
Le Parti vert a 6 valeurs principaux sur lesquelles leur plateforme est basée: le développement durable, la non-violence, justice sociale, sagesse écologique, démocratie participative et respect pour la diversité. Comme tous les candidats et membres du Parlement vert, notre candidat mettra en effet les valeurs de coopération, de collaboration, d'honnêteté et de civilité que nous tiendrons à cœur. D'accord. Et votre recherche pour un candidat, ça commence quand et quel genre de personnes cherchez-vous? Nous sommes présentement en cherche pour un candidat. Les nominations sont maintenant ouvertes et ce que nous voulons dans un candidat, c'est vraiment une personne pour écouter à la communauté, quelqu'un qui est membre de la communauté ici à Glengarry Prescott Russell qui illustre les valeurs du Parti vert. C'est quelqu'un bilingue que nous cherchons qui désire parler avec les résidents de la communauté à propos de leurs enjeux. Une personne passionnée qui veut faire le travail dur requis pour une campagne électorale. Parfait. Et si un de nos écouteurs en ce moment cherche à vous contacter, comment peuvent-ils le faire? La meilleure façon de nous contacter, c'est par courriel. Nous pouvons être rejoints au Glengarry Prescott Russell @greenparty.ca. C'est ça la meilleure façon de nous contacter, mais nous avons aussi des pages Facebook et Instagram si vous désirez nous contacter par les médias sociaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Parti vert sur l'une de leurs chaînes de médias sociaux ou par email à glengarryprescottrussell@greenparty.ca. 10 000 repas préparés par des chefs locaux seront livrés aux familles dans le besoin par l'intermédiaire de leur banque alimentaire. Cet effort de collaboration qui se déroule à Prescott et Russell est une extension du Rotary Club qui a débuté à Hawkesbury en 2020. Nous avons rencontré 2 des responsables de ce nouveau projet, Agatha Michalska de United Way Ontario, East Ontario, et Lisa Deacon pour en savoir un petit peu plus. En fait, on sait que les statistiques nous disent qu'une famille sur 7 en Ontario souffre d'insécurité alimentaire. La situation de la pandémie n'a fait qu'exacerber l'inéquité, si on veut, et les besoins de nos populations. Centraide, depuis le début de la pandémie, a animé une table sur le besoin communautaire. Et les besoins de base, comme l'insécurité alimentaire, ont ressorti vraiment fort. C'est essentiel en ce moment de soutenir les personnes qui peuvent vivre de l'insécurité alimentaire, en plus de toute la couche, si on veut, additionnelle d'isolement, manque d'accès au transport, etc. Donc, vraiment un temps essentiel pour ce projet. Et donc, vous dites en Ontario, c'est une famille sur 7. Donc, est-ce que c'est une statistique qui a changé depuis le début de la pandémie? Ou est-ce que c'était un problème avant, mais ça s'est augmenté? Je ne sais pas comment vous direz exactement, mais est-ce que c'est un problème qui a continué d'augmenter depuis le début de la pandémie? D'après ma compréhension, en fait, on est rendu à une famille sur 6 qui a besoin d'aide en insécurité alimentaire. Des statistiques. Donc, oui, ça a augmenté, quoiqu'il y a eu beaucoup de mesures de soutien, mais Lisa va en parler tantôt par rapport aux statistiques. On sait qu'il y a un besoin très prononcé durant la pandémie. Et Lisa, comme Agatha dit là, il y a tellement de familles qui en ont besoin de ces programmes comme ça. Donc, qui peut accéder à ce programme? Est-ce qu'il faut que tu travailles pas ou est-ce que c'est les gens qui travaillent aussi, mais qui n'ont pas peut-être assez d'argent? Pouvez-vous nous expliquer qui peut accéder à ce programme? Merci, Thomas, pour la question. On a fait des consultations et des entrevues avec les gens en situation d'insécurité alimentaire. Il y avait un grand stigma et sur est-ce que je peux accéder aux banques alimentaires si j'ai un revenu d'emploi, par exemple. Alors, on sait que 63% de ceux qui ont besoin d'aide alimentaire, ils ont un revenu d'emploi. Alors, c'est juste pour expliquer et clarifier que
c'est commun d'être dans cette situation. Et ça ne veut dire pas que vous ne pouvez pas accéder à l'aide des banques alimentaires et à ce programme de projet de repas préparés. Oui, on sait que malheureusement, il y a seulement 1 sur 5 des ménages ontariens qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire fréquentent les banques alimentaires. Alors, ce chiffre vient d'avant la pandémie et on sait qu'en ce moment, avec la situation économique, il y a beaucoup de familles, beaucoup de travailleurs qui ont perdu leur emploi, ainsi que des anciens qui sont isolés de leur famille et de cette connexion communautaire. Et on veut vraiment encourager à tous ceux qui ont besoin d'un bon repas d'aller accéder à ces services en ce moment. C'est une caractéristique, je dirais, d'être fort, de pouvoir demander de l'aide au lieu d'une faiblesse. Ouais, c'est battre ce stigma qui, comme vous dites, s'il y a seulement une famille sur 5 qui ont besoin, mais il n'y en a qu'une famille sur 5 qui vont accéder à ça, c'est à cause d'un stigma. Donc ça, c'est vraiment important de clarifier. Aussi, les repas sont préparés par des chefs professionnels. Donc, quels sont les avantages de ça? Non, la nourriture est bonne aussi, mais est-ce qu'il y a une pousse pour l'économie aussi? Oui, bien sûr. On a entendu du rapport de relance économique par les Comtés unis de Prescott et Russell que malheureusement, l'industrie de l'hospitalité, des restaurants et des traiteurs est une des industries les plus fort impactés, je m'excuse. Ils ont une grande difficulté comme les industries par notre région. Alors, ça fait partie du projet, c'est qu'on peut impliquer aux traiteurs, trois traiteurs de la région. Groupe Convex, qui est une entreprise sociale qui donne des emplois aux adultes avec des difficultés d'apprentissage ou des disabilités, ainsi qu'à Cater to Fair, qui est une grande équipe à Van Cleek Hill et ici en Embrun, Académie du Gourmet. Alors, avec l'implication de ces professionnels, on a des repas vraiment préparés professionnellement avec soin de notre communauté, nutritifs aussi, ainsi qu'on on peut engager et mobiliser un peu ces équipes, en particulier avec l'équipe de groupe Convex qui peuvent sortir de l'isolement, de retourner à la communauté, de continuer d'apprendre et avoir cette connexion avec tout le monde. Donc, c'est tout pour cette édition de TVC Nouvelles. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les entrevues de ce programme, vous pouvez les trouver sur notre chaîne de YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Et si vous pensez qu'une histoire locale nécessite un peu plus d'attention, comme d'habitude, laissez-moi savoir. Vous pouvez me rejoindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin, @tvc22.ca ou par téléphone au 603 446 6037, poste numéro 4, ou bien sûr, trouvez-nous sur l'un de nos chaînes de médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland, et on se rejoint la semaine prochaine. Au revoir.